Dans les profondeurs obscures de Paris, 4 explorateurs urbains s'aventurent dans les catacombes, ignorant le destin qui les attend. Léa, une étudiante en histoire de 25 ans aux cheveux roux ébouriffés et aux yeux verts pétillants, mène le groupe avec une excitation palpable. Derrière elle, Marc, un photographe barbu de 30 ans, ajuste constamment son appareil, capturant l'atmosphère lugubre des tunnels. Son regard intense trahit sa passion pour l'urbex et son désir secret pour Sophie, la 3e membre du groupe. Sophie, une infirmière de 28 ans aux longs cheveux noirs tressés, avance avec prudence, ses yeux sombres scrutant nerveusement les crânes empilés le long des murs. Sa voix douce tremble légèrement lorsqu'elle demande « Vous êtes sûr qu'on devrait être ici ?» Son inquiétude contraste avec l'assurance de Thomas, un ingénieur de 32 ans au physique athlétique, qui ferme la marche avec une confiance presque arrogante. L'air humide et lourd des catacombes enveloppe le groupe, portant avec lui l'odeur âcre de la pierre ancienne et de la poussière accumulée depuis des siècles. Le bruit de leurs pas résonne dans les tunnels étroits, créant un écho inquiétant qui semble les suivre comme un 5e membre invisible. Soudain, Léa s'arrête brusquement, son doigt traçant une inscription à peine visible sur le mur. La lueur vacillante de sa lampe frontale révèle un symbole étrange, une croix entrelacée avec un serpent. « Attendez » murmure-t-elle, les sourcils froncés. « Je n'ai jamais vu ce symbole avant. » Marc s'approche, son appareil photo en main, capturant l'image énigmatique. Le flash bref illumine le tunnel, projetant des ombres monstrueuses sur les murs couverts d'ossements. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il, sa voix trahissant un mélange de curiosité et d'appréhension. Léa, les yeux brillants d'excitation intellectuelle, déchiffre l'inscription latine à côté du symbole. « Porta ad infero » lit-elle à voix haute, sa voix résonnant dans le silence oppressant du tunnel. Thomas, affichant un sourire confiant, traduit « La porte vers l'enfer ». Un frisson parcourt le groupe, mêlant excitation et une pointe de peur inavouée. Soudain, le sol sous leurs pieds tremble légèrement. Un bruit sourd, comme un grincement de pierre contre pierre, résonne dans le tunnel. Sophie, le visage pâle, s'agrippe au bras de Marc. « Qu'est-ce que c'était » demande-t-elle, sa voix trahissant sa panique croissante. Avant que quiconque ne puisse répondre, le sol s'effondre sous leurs pieds. Dans un concert de cris et de pierres qui s'entrechoquent, les 4 explorateurs plongent dans les ténèbres. La chute semble interminable, leurs cris se perdant dans l'obscurité qui les engloutit. Alors qu'ils tombent, des images fugaces traversent leurs esprits, Léa voit des symboles anciens danser devant ses yeux, Marc aperçoit le visage terrifié de Sophie, Thomas sent une force étrange l'envahir, et Sophie est submergée par une vague de souvenirs d'enfance heureux, comme si son esprit cherchait refuge dans le passé face à l'horreur du présent. Le chapitre se termine sur cette chute vertigineuse, laissant le lecteur suspendu entre 2 mondes, celui qu'il connaissait et l'inconnu terrifiant qui les attend dans les profondeurs oubliées des catacombes parisiennes. L'aventure ne fait que commencer, et déjà, l'ombre d'une présence ancienne et malveillante semble les envelopper, prête à les mettre à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. L'obscurité totale enveloppe Léa lorsqu'elle reprend conscience. Sa tête lancinante et le goût métallique du sang dans sa bouche sont les premiers signes qu'elle est encore en vie. Elle cligne des yeux, essayant de percer les ténèbres qui l'entourent. Sa lampe frontale, miraculeusement intacte, projette un faible halo autour d'elle, révélant un environnement alien et inquiétant. « Marc ? Sophie ? Thomas » appelle-t-elle, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. L'écho de ses mots se perd dans les profondeurs, comme avalé par l'obscurité elle-même. Un gémissement lui répond à quelques mètres. « Léa ? C'est toi !» La voix de Marc est rauque, teintée de douleur et de soulagement mêlés. Léa se traîne vers lui, grimaçant à chaque mouvement. Ses mains rencontrent le sol froid et humide, couvert d'une substance visqueuse qu'elle préfère ne pas identifier. Elle trouve Marc allongé sur le dos, son appareil photo brisé à côté de lui, symbole poignant de leur descente brutale dans cet enfer souterrain. « Tu es blessé ?» demande-t-elle, l'examinant rapidement à la lumière tremblotante de sa lampe. Marc secoue la tête, grimaçant. « Juste des contusions, je crois. Mais mon appareil. » Il laisse sa phrase en suspens, le chagrin dans sa voix évident. Cet appareil était plus qu'un simple outil pour lui, c'était une extension de son être, son œil sur le monde. Un cri lointain interrompt leur échange, glaçant leur sang. « Au secours ! Quelqu'un m'entend ?» La voix de Sophie, empreinte de terreur, résonne dans les tunnels. « Sophie !» s'exclament Léa et Marc à l'unisson, l'adrénaline chassant momentanément leur douleur. Ils se relèvent péniblement, leur corps protestant contre ce mouvement soudain.
Le tunnel dans lequel il se trouve est différent de ceux qu'il connaissait. Les murs, au lieu d'être faits de pierres brutes, sont lisses et couverts de symboles étranges qui semblent luire faiblement dans l'obscurité. « Où sommes-nous » murmure Mark, passant sa main sur les inscriptions. Sous ses doigts, les symboles semblent presque vibrer, comme animés d'une vie propre. Léa secoue la tête, son expression mêlant fascination et inquiétude. « Je n'en ai aucune idée. Ces tunnels ne figurent sur aucune carte des catacombes que j'ai étudiées. » Elle s'approche d'un mur, ses yeux scrutant les glyphes avec une intensité presque fiévreuse. C'est un mélange de symboles que je n'ai jamais vu. Certains ressemblent à du latin ancien, d'autres, je ne sais pas. C'est comme si ces inscriptions étaient plus anciennes que l'histoire elle-même. Ils avancent prudemment dans le tunnel, guidés par les cris intermittents de Sophie. L'air devient de plus en plus lourd, chargé d'une odeur âcre et métallique qui leur prend à la gorge. Les murs semblent se resserrer autour d'eux, créant une sensation d'oppression grandissante. Enfin, ils trouvent Sophie recroquevillée dans un coin, son bras serré contre sa poitrine. Son visage, d'ordinaire si calme et composé, est déformé par la douleur et la peur. « Je crois que je me suis cassé le poignet, dit-elle entre deux sanglots, sa voix à peine plus qu'un murmure. Léa s'agenouille à côté d'elle, son instinct protecteur prenant le dessus. « On va te sortir de là, Sophie. Promis. » Elle échange un regard avec Mark, tous deux sachant que cette promesse sera difficile à tenir. « Où est Thomas » demande Mark, scrutant les ténèbres qui les entourent. Le silence qui suit sa question est assourdissant, pesant sur eux comme une chape de plomb. Comme en réponse à sa question, un hurlement déchirant résonne dans les tunnels, glaçant le sang des trois amis. Ce cri n'a rien d'humain, il est empreint d'une souffrance et d'une rage qui dépassent l'entendement. « Thomas » crie Léa, se relevant d'un bond. Son cœur bat la chamade, partagé entre la peur et le désir désespéré de retrouver leur ami. Le cri se répète, plus faible cette fois, suivi d'un silence oppressant qui semble durer une éternité. Dans ce silence, ils peuvent presque entendre les battements affolés de leur cœur, le sang pulsant dans leurs tempes. Mark aide Sophie à se relever, son bras valide passé autour de ses épaules. « On doit le retrouver, dit-il, sa voix trahissant un mélange de détermination et de peur. Léa acquiesce, son visage pâle mais déterminé dans la faible lueur de sa lampe. « Allons-y. Mais restez sur vos gardes. J'ai le sentiment que nous ne sommes pas seuls ici. » Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans le labyrinthe de tunnels, l'atmosphère change subtilement. L'air devient plus froid, chargé d'une énergie statique qui fait se dresser les cheveux sur leur nuque. Les symboles sur les murs semblent s'animer dans la périphérie de leur vision, dansant et se tordant comme des créatures vivantes. Aucun d'entre eux ne remarque les yeux luisants qui les observent depuis les ombres, ni n'entend le faible murmure qui semble émaner des murs eux-mêmes. Une présence ancienne et malveillante s'est éveillée, attirée par leur intrusion dans ce sanctuaire oublié. Alors qu'ils avancent, guidés par leur détermination et leur peur, une certitude s'installe lentement dans leurs esprits, leur descente dans ces catacombes oubliées n'est que le début d'une épreuve qui testera non seulement leur courage et leur amitié, mais aussi les limites même de leur santé mentale et de leur compréhension du monde. Le chapitre se termine sur cette note d'appréhension croissante, laissant les lecteurs suspendus au bord d'un précipice métaphorique, se demandant quelles horreurs et quelles révélations attendent nos héros dans les profondeurs de ce labyrinthe souterrain. L'aventure prend un tournant sombre et mystique, promettant des défis qui dépasseront tout ce qu'ils ont pu imaginer jusqu'alors. L'obscurité des catacombes semblait s'épaissir à chaque pas, comme si elle cherchait à engloutir Léa, Mark et Sophie dans ses profondeurs insondables. Leur progression était lente, entravée par les blessures de Sophie et l'état de choc qui commençait à s'installer en eux. Le silence oppressant n'était brisé que par leur respiration haletante et le bruit sourd de leurs pas sur le sol humide. Léa, malgré son inquiétude pour Thomas, ne pouvait s'empêcher d'examiner chaque inscription avec fascination. Ses doigts effleuraient les symboles gravés dans la pierre, sentant presque une pulsation sous leur surface. « C'est incroyable » murmura-t-elle, ses yeux verts brillants d'une curiosité mêlée d'appréhension. Ces symboles, ils ressemblent à un mélange de latin ancien et de quelque chose de plus, primitif. Mark, qui soutenait Sophie, leva les yeux au ciel, un mélange d'exaspération et d'affection dans sa voix. On devrait peut-être se concentrer sur la recherche de Thomas plutôt que sur la lecture, non? Malgré son ton sarcastique, la tension dans sa voix trahissait son inquiétude grandissante. Sophie, le visage pâle et couvert d'une fine pellicule de sueur, s'arrêta net. Ses yeux sombres s'écarquillèrent, scrutant l'obscurité. « Vous entendez ça » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. Ils retinrent leur souffle, tendant l'oreille. Au loin,
À peine perceptible, résonnait un chant monotone, presque hypnotique. Les notes graves et profondes semblaient vibrer dans l'air, faisant trembler les os même des explorateurs. Ça vient de par là, chuchota Léa, pointant vers un tunnel à leur droite. Une lueur faible et vacillante semblait émaner de ces profondeurs, promettant des réponses, ou peut-être plus de questions. Ils s'engagèrent dans le passage, le chant devenant de plus en plus distinct. Les parois du tunnel étaient couvertes de fresques anciennes, représentant des scènes cauchemardesques de rituels oubliés et de créatures qui défient l'imagination. Mark ne put s'empêcher de regretter la perte de son appareil photo, ces images auraient été une découverte archéologique majeure. Au bout du tunnel, ils débouchèrent dans une vaste salle circulaire. Des torchers accrochés au mur projetaient une lumière vacillante, révélant une scène qui les laissa sans voix. Au centre de la salle se dressait un autel de pierre noire, veiné de ce qui semblait être de l'or liquide. Autour de l'autel, une douzaine de silhouettes encapuchonnées psalmodiaient dans une langue inconnue, leurs voix s'élevant et s'abaissant en une harmonie inquiétante. Et sur l'autel, ligoté et inconscient, gisait Thomas. « Oh mon Dieu !» souffla Sophie, portant sa main valide à sa bouche pour étouffer un cri. Léa fit un pas en avant, mue par un instinct de protection envers son ami, mais Mark la retint. « Attends » chuchota-t-il, ses yeux rivés sur la scène devant eux. « Regarde !» Une des silhouettes, plus grande que les autres, s'avança vers l'autel. Dans sa main, elle tenait un long couteau cérémoniel, sa lame courbe reflétant la lumière des torchers d'une manière presque hypnotique. Sa voix s'éleva, plus forte que les autres, résonnant dans la caverne avec une autorité terrifiante. « Ô grand Abraxa, maître des mondes inférieurs, accepte ce sacrifice et libère-nous de nos chaînes mortelles. » Le couteau s'éleva au-dessus de Thomas, la lame scintillant d'une lueur malsaine. Le temps sembla se figer, l'air lui-même retenant son souffle dans l'anticipation de ce qui allait suivre. Sans réfléchir, guidée par la peur et l'adrénaline, Léa se précipita en avant. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la caverne comme un coup de tonnerre. Les chants cessèrent brusquement, le silence retombant sur la salle comme un linceul. Toutes les silhouettes se tournèrent vers eux, leurs visages cachés dans l'ombre de leurs capuches. Pendant un instant, personne ne bougea, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Puis, une voix grave et menaçante brisa le silence. « Des intrus » gronda-t-elle, chargée de colère et de quelque chose de plus ancien, de plus terrible. « Saisissez-les » Le chaos éclata dans la caverne. Mark poussa Sophie derrière lui, cherchant frénétiquement une arme, n'importe quoi pour se défendre. Ses mains trouvèrent une torche accrochée au mur, qu'il arracha, la brandissant comme une épée enflammée. Léa courut vers l'autel, déterminée à sauver Thomas. Son esprit rationnel hurlait que tout ceci était impossible, que des cultes anciens pratiquant des sacrifices humains n'existaient pas dans le Paris du XXIe siècle. Mais son cœur, lui, savait que l'impossible était devenu réalité. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre Thomas, le sol commença à trembler violemment. Des fissures apparurent dans la pierre, s'élargissant rapidement comme les mâchoires d'un prédateur affamé. Un grondement sourd, venant des profondeurs même de la terre, fit vibrer l'air autour d'eux. Le rituel hurla la voix du leader, un mélange de triomphe et de terreur dans son ton. Il a commencé. Une lumière aveuglante jaillit de l'autel, enveloppant Thomas dans un cocon d'énergie pure. Léa, à quelques pas de lui, fut projetée en arrière par une force invisible, atterrissant durement sur le sol de pierre. Alors que le chaos régnait dans la salle, les cultistes fuyant dans toutes les directions, une voix profonde et inhumaine résonna dans l'esprit de chacun, faisant trembler leur âme même. « Vous m'avez réveillé. Maintenant, vous allez tous me servir. » Le sol s'effondra sous leurs pieds, les plongeant dans un abîme de ténèbres et de terreur. Léa eut juste le temps d'apercevoir le visage de Thomas, ses yeux grands ouverts brillant d'une lueur surnaturelle, avant que l'obscurité ne l'engloutisse. Alors qu'ils tombaient, séparés les uns des autres par les débris et l'obscurité, chacun des amis fut assailli par des visions cauchemardesques. Léa vit des civilisations anciennes s'élever et tomber en l'espace d'un battement de cœur, des rituels oubliés pratiqués dans des temples souterrains. Mark fut submergé par des images de créatures qui défient toute description, tapies dans les ombres de l'histoire humaine. Sophie, quant à elle, sentit un pouvoir ancien et terrible tenter de s'insinuer dans son esprit, promettant pouvoir et connaissance en échange de sa soumission. Le chapitre se termine sur cette chute vertigineuse, laissant les lecteurs suspendus dans un vide de questions sans réponse. Qu'est-ce qu'Abraxa? Quel est ce culte ancien et pourquoi ont-ils choisi Thomas? Et surtout, comment nos héros pourront-ils survivre à cette descente dans les profondeurs non seulement physiques, mais aussi métaphysiques, des catacombes oubliées de Paris?
L'aventure prend un tournant résolument surnaturel, promettant des révélations qui ébranleront non seulement la vision du monde de nos personnages, mais aussi leur compréhension même de la réalité et de l'histoire. L'obscurité. Totale, oppressante, presque tangible. C'est dans ce néant que Léa reprit conscience, son corps endolori protestant à chaque mouvement. Elle était allongée sur un sol froid et humide, l'air autour d'elle chargé d'une odeur de terre et de moisissure. Sa lampe frontale avait cessé de fonctionner, la laissant aveugle dans ce monde souterrain hostile. « Marc ?» Sophie, aplatit-elle faiblement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Seul l'écho de sa propre voix lui répondit, se perdant dans les ténèbres infinies qui l'entouraient. Lentement, prudemment, elle se releva, ses mains tâtonnant autour d'elle. Ses doigts rencontrèrent une paroi rugueuse, couverte de ce qui semblait être des inscriptions gravées. Elle s'y adossa, essayant de calmer sa respiration haletante et les battements frénétiques de son cœur. Réfléchis, Léa, se dit-elle, luttant contre la panique qui menaçait de l'engloutir. Tu dois trouver un moyen de sortir d'ici. Soudain, un faible gémissement brisa le silence, la faisant sursauter. Son cœur fit un bond dans sa poitrine, mélange de peur et d'espoir. Qui est là ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Léa. La voix était faible, mais reconnaissable. Thomas. Elle se précipita vers la source du son, trébuchant dans l'obscurité. Ses mains rencontrèrent un corps chaud, et elle sentit un soulagement immense l'envahir. Thomas. Tu vas bien ? Ses mains parcouraient frénétiquement le corps de son ami, cherchant des blessures. Il grogna de douleur. J'ai connu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la chute, puis, rien. Léa hésita, ne sachant pas combien lui dire. Les images du rituel, de l'autel, du couteau suspendu au-dessus de Thomas, tout cela tourbillonnait dans son esprit. Comment expliquer l'inexplicable ? On t'a trouvé, dans une sorte de rituel, dit-elle finalement, choisissant ses mots avec précaution. Tu ne te souviens de rien ? Thomas resta silencieux un moment, si longtemps que Léa crut qu'il s'était évanoui. Puis, sa voix s'éleva, à peine plus qu'un murmure, chargé d'une terreur qui glaça le sang de Léa. Je crois que quelque chose est entré en moi, Léa. Quelque chose d'ancien. Et de maléfique. Un frisson parcourut l'échine de Léa. Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri lointain résonna dans les tunnels, faisant écho contre les parois invisibles qui les entouraient. C'était Sophie, s'exclama Thomas, se redressant brusquement. Ils se relevèrent tant bien que mal, s'orientant au son. Alors qu'ils avançaient dans le noir, Léa ne pouvait s'empêcher de remarquer que Thomas semblait se déplacer avec une assurance étrange, comme s'il pouvait voir dans l'obscurité. Cette réalisation fit naître un sentiment de malaise en elle, mais elle le repoussa, se concentrant sur leur objectif immédiat, retrouver leurs amis. Pendant ce temps, dans une autre partie du labyrinthe souterrain, Marc errait seul. Sa lampe frontale fonctionnait encore, projetant un faible halo autour de lui, mais cela ne faisait que rendre l'obscurité environnante plus menaçante. Les murs ici étaient différents, couverts de fresques anciennes représentant des scènes cauchemardesques de rituels oubliés et de créatures qui défiaient l'imagination. Sophie. Léa, aplatit-il, sa voix trahissant sa panique croissante. Chaque appel semblait être absorbé par les ténèbres, comme si l'obscurité elle-même cherchait à étouffer tout espoir. Un mouvement dans son champ de vision périphérique le fit se retourner brusquement. Pendant une fraction de seconde, il crut voir une silhouette sombre disparaître au coin du tunnel. Son cœur battant la chamade, il hésita. La partie rationnelle de son esprit lui criait de rester où il était, d'attendre de l'aide. Mais une autre partie, plus profonde et plus primitive, le poussait à suivre cette ombre mystérieuse. Et « Attendez !» cria-t-il, se lançant à sa poursuite avant même d'avoir consciemment pris sa décision. Il courut, tournant à gauche, puis à droite, s'enfonçant toujours plus profondément dans le labyrinthe. Les tunnels semblaient se déformer autour de lui, les murs pulsant comme s'ils étaient vivants. Des murmures à la limite de l'audible l'entouraient, des voix anciennes chuchotant des secrets interdits dans une langue oubliée depuis longtemps. Soudain, il déboucha dans une vaste caverne. Sa lampe éclaira des stalagmites et des stalactites, créant un paysage irréel de formes torturées. L'air ici était différent, chargé d'une énergie statique qui faisait se dresser les cheveux sur sa nuque. Au centre de la caverne se tenait Sophie, immobile, lui tournant le dos. Le soulagement inonda Marc, chassant momentanément la terreur qui l'avait accompagné pendant sa course folle. Sophie. Dieu merci,
Tu vas bien, dit-il, s'approchant d'elle, les bras tendus pour l'étreindre. Lentement, très lentement, Sophie se retourna. Le soulagement de Marc se transforma en horreur pure. Le visage de son ami était figé dans un rictus inhumain, ses yeux entièrement noirs, comme deux puissants fonds menant directement aux enfers. Sophie n'est plus là, dit une voix qui n'était pas la sienne. C'était une voix ancienne, chargée de malice et de promesses de souffrance éternelle. Et bientôt, vous ne serez plus là non plus. Marc recula, terrifié, son esprit luttant pour donner un sens à ce qu'il voyait. Alors qu'il reculait, des dizaines de pères d'yeux s'allumèrent dans l'obscurité autour de lui. La caverne résonna d'un rire démoniaque, un son qui semblait venir des profondeurs mêmes de la terre. Paralysé par la peur, Marc ne put que regarder avec horreur alors que des formes sombres émergeaient de l'obscurité, se dirigeant vers lui avec une intention malveillante évidente. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans son âme même, éveillant des terreurs primordiales qu'il ne savait même pas posséder. Dans un dernier sursaut de survie, Marc se retourna et courut, fuyant les horreurs qui le poursuivaient. Mais alors qu'il courait, une terrible réalisation s'imposa à lui, il n'y avait nulle part où fuir dans ce labyrinthe souterrain. Chaque tournant, chaque tunnel ne faisait que l'enfoncer plus profondément dans ce monde de cauchemars. Le chapitre se termine sur cette course désespérée de Marc, laissant le lecteur haletant et terrifié. Que sont ces créatures qui les poursuivent? Qu'est-il arrivé à Sophie? Et surtout, comment nos héros pourront-ils échapper à ces horreurs souterraines qui semblent défier toute logique et toute compréhension humaine? L'atmosphère de terreur et de mystère s'épaissit, promettant des révélations encore plus sombres et des épreuves encore plus terrifiantes pour nos personnages dans les chapitres à venir. L'obscurité semblait vivante, pulsant autour de Léa et Thomas alors qu'ils avançaient prudemment dans les tunnels sinueux. Leurs pas résonnaient étrangement, comme s'ils marchaient dans un espace beaucoup plus vaste que ce que leur conscience pouvait appréhender. L'air était lourd, chargé d'une odeur âcre de terre humide et de quelque chose de plus ancien, de plus primordial. La main de Thomas, fermement agrippée à celle de Léa, était étrangement froide. Ce détail, apparemment anodin, ne cessait de troubler Léa, s'ajoutant à la liste croissante d'éléments qui ne cadraient pas avec la réalité qu'elle connaissait. Thomas, murmura Léa, sa voix à peine audible par peur de réveiller quelque chose dans les ténèbres environnantes, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? À propos de quelque chose qui serait entré en toi. Il s'arrêta brusquement, sa main serrant celle de Léa avec une force qui frôlait la douleur. Même dans le noir le plus total, Léa pouvait sentir son regard intense sur elle, comme si ses yeux brillaient d'une lueur intérieure. Je sens des choses, Léa, commença Thomas, sa voix tremblante mais empreinte d'une étrange fascination. Je vois des choses. Des souvenirs qui ne sont pas les miens. Des connaissances anciennes, des secrets enfouis depuis des millénaires. Et une faim terrible qui me ronge de l'intérieur. Sa voix avait changé au fil de ses paroles, devenant plus profonde, plus ancienne, comme si quelque chose d'autre parlait à travers lui. Léa sentit la peur monter en elle, une terreur primordiale qui faisait l'écho aux ombres qui les entouraient. Thomas, on va trouver un moyen de t'aider. Je te le promets, dit-elle, essayant d'insuffler à sa voix une assurance qu'elle était loin de ressentir. Un rire sinistre résonna dans l'obscurité, un son qui ne semblait pas provenir de Thomas mais qui les enveloppait, comme si les ténèbres elles-mêmes se moquaient de leur situation désespérée. Oh, ma chère Léa. Toujours si naïve, si pleine d'espoir. C'est ce que j'aime chez toi. La voix de Thomas était méconnaissable, chargée d'une malice ancienne et d'une cruauté qui glaça le sang de Léa. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit une main puissante se refermer autour de sa gorge. L'obscurité sembla s'épaissir autour d'elle, palpable, étouffante. Des points lumineux dansèrent devant ses yeux alors qu'elle luttait pour respirer. Thomas, s'il te plaît. Parvint-elle à articuler, ses mains agrippant désespérément le bras qui la maintenait. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, seul le son de sa respiration sifflante brisa le silence. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, l'attaque cessa. Léa tomba à genoux, toussant et haletant, l'air brûlant dans ses poumons comme du feu liquide. Léa? Oh mon Dieu, Léa! La voix de Thomas était redevenue normale, emplie d'horreur et de remords. Elle sentit ses mains tremblantes sur ses épaules. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis tellement désolée. Léa leva les yeux vers lui, même si elle ne pouvait rien voir dans l'obscurité totale. Son esprit tourbillonnait, partagé entre la peur de ce qui venait de se passer et le désir désespéré de croire que son ami était toujours là, quelque part. Ce n'était pas toi, dit-elle finalement, sa voix rauque. C'était cette chose.
Abraxa. N'est-ce pas? Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de non-dits et de peurs inavouées. Finalement, Thomas soupira, son empreint de fatigue et de résignation. Je ne sais plus, Léa. Je ne sais plus où je finis et où il commence. C'est comme si j'avais vécu 1000 vies, vu l'ascension et la chute de civilisations entières. Et au milieu de tout ça, il y a cette faim, ce désir de pouvoir qui menace de tout consumeur. Léa se releva lentement, ses jambes tremblantes. Elle tendit la main dans l'obscurité, trouvant celle de Thomas. Malgré sa peur, malgré ce qui venait de se passer, elle ne pouvait se résoudre à l'abandonner. On va trouver une solution, dit-elle avec une détermination qu'elle ne ressentait qu'à moitié. Ensemble. Mais d'abord, on doit retrouver Marc et Sophie. Comme en réponse à ces paroles, un cri lointain résonna dans les tunnels, un son empreint de terreur pure qui fit se dresser les cheveux sur leur nuque. Marc, murmurèrent-ils à l'unisson. Sans hésiter, ils se mirent en mouvement, guidés par l'écho du cri. Les tunnels semblaient se déformer autour d'eux, s'élargissant et se rétrécissant de manière impossible. Des murmures les entouraient, des voix anciennes chuchotant des secrets interdits dans des langues oubliées depuis longtemps. Alors qu'ils couraient, Léa ne pouvait s'empêcher de remarquer que Thomas semblait parfaitement à l'aise dans cette obscurité totale, évitant les obstacles avec une grâce surnaturelle. Cette réalisation ne fit qu'ajouter à son malaise grandissant. Soudain, ils débouchèrent dans une vaste caverne. La faible lueur de la lampe frontale de Marc illuminait la scène cauchemardesque devant eux. Marc était acculé contre un mur, entouré de formes sombres aux yeux luisants. Et devant lui se tenait Sophie, ou plutôt quelque chose qui portait le visage de Sophie, un rictus inhumain déformant ses traits familiers. « Marc !» cria Léa, sa voix résonnant dans la caverne. Les créatures se tournèrent vers eux, leurs yeux brillant d'une lueur malveillante dans l'obscurité. La chose qui ressemblait à Sophie émit un rire glaçant, un son qui semblait venir des profondeurs mêmes de la terre. « Ah, voilà le reste de notre petite bande, dit-elle d'une voix qui n'avait rien d'humain. Juste à temps pour la fête. » Thomas fit un pas en avant, son corps irradiant soudain une aura de puissance ancienne. Quand il parla, sa voix avait de nouveau changé, devenant un mélange de lui-même et de quelque chose de plus vieux que le temps. « Assez, gronda-t-il. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Retournez dans les ombres d'où vous venez. » Les créatures hésitèrent, comme déchirées entre la peur et la rage. La chose qui n'était pas Sophie siffla de colère, ses yeux noirs fixés sur Thomas. « Tu ne peux pas nous commander, vaisselle, cracha-t-elle. Tu n'es qu'un réceptacle, un outil pour notre maître. » Thomas leva la main, et une lumière aveuglante jaillit de sa paume, illuminant la caverne d'un éclat surnaturel. Les créatures hurlèrent de douleur, se recroquevillant face à cette lumière qui semblait les brûler. « Je suis plus que ça, dit Thomas, sa voix résonnant avec une autorité qui fit trembler les murs mêmes de la caverne. « Je suis le gardien des secrets, le pont entre les mondes. Et vous allez obéir. » La caverne fut soudain plongée dans un silence assourdissant. Les créatures, y compris la chose qui avait pris l'apparence de Sophie, semblaient figées, comme suspendues entre deux réalités. Léa et Marc regardaient la scène avec un mélange de terreur et d'émerveillement. Qu'était devenu leur ami? Et plus important encore, comment allait-il sortir de ce cauchemar souterrain? Le chapitre se termine sur cette confrontation tendue, laissant le lecteur suspendu au bord du précipice. Les enjeux sont plus élevés que jamais, et il devient clair que l'aventure dans les catacombes a éveillé des forces bien au-delà de leur compréhension. La lutte pour la survie et la sanité est loin d'être terminée, et les révélations à venir promettent de changer à jamais la perception du monde de nos héros. Le silence qui suivit la démonstration de pouvoir de Thomas était assourdissant, palpable. Dans la lumière surnaturelle qui émanait de sa main, Léa pouvait voir les expressions mêlées de terreur et de fascination sur les visages de Marc et des créatures qui les entouraient. La chose qui avait pris l'apparence de Sophie se tenait immobile, ses yeux noirs fixés sur Thomas avec un mélange de haine et de respect. Léa fit un pas en avant, sa voix tremblante brisant le silence. « Thomas ? Qu'est-ce que tu es devenu ?» Thomas tourna lentement la tête vers elle, ses yeux brillant d'une lueur ancienne et terrifiante. Pendant un instant, Léa crut voir l'ombre d'un sourire triste sur son visage, un dernier vestige de l'ami qu'elle avait connu. « Je ne suis plus seulement Thomas, dit-il, sa voix résonnant d'un pouvoir qui faisait vibrer l'air même autour d'eux. Je suis le réceptacle d'Abraxa, le gardien des connaissances interdites. Et nous sommes à un carrefour, mes amis. Un choix doit être fait. » Marc, toujours acculé contre le mur, trouva enfin le courage de parler. Quel genre de choix?
la créature qui ressemblait à Sophie émit un rire sinistre. Le choix entre la vie et la mort, bien sûr. Entre l'ignorance bienheureuse et la terrible vérité. Thomas leva une main, faisant taire la créature d'un geste. Ce n'est pas si simple, dit-il, ses yeux balayant la caverne. Ce que nous avons découvert ici, dans les profondeurs de Paris, c'est bien plus qu'un simple culte oublié. C'est la preuve que notre réalité n'est qu'une fine couche de vernis sur un monde bien plus vaste et plus ancien. Léa sentit un frisson parcourir son échine. Une partie d'elle voulait fuir, remonter à la surface et oublier tout ce qu'elle avait vu. Mais une autre partie, la partie qui l'avait toujours poussée à explorer, à chercher la vérité, la forçait à rester et à écouter. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Thomas, où était ce Abraxa? Sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. Les catacombes, Léa. Elles ne sont pas seulement un lieu de repos pour les morts. Elles sont un nexus, un point de convergence entre notre monde et d'autres. À ces mots, les murs même de la caverne semblèrent frémir. Des ombres dansèrent à la périphérie de leur vision, prenant des formes impossibles avant de disparaître. Marc secoua la tête, comme pour chasser les images cauchemardesques qui dansaient devant ses yeux. « C'est de la folie, murmura-t-il. Ça ne peut pas être réel. » « Oh, mais c'est bien réel, dit la chose qui n'était pas Sophie, sa voix chargée d'une jubilation malsaine. Et maintenant que vous avez vu, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous êtes des nôtres, que vous le vouliez ou non. Thomas fit un geste de la main, et la créature fut projetée en arrière, s'écrasant contre le mur dans un bruit sourd. Assez, gronda-t-il. Ce n'est pas à toi de décider. Il se tourna vers Léa et Marc, son visage s'adoucissant légèrement. Mes amis, je sais que tout ceci dépasse l'entendement. Mais vous devez comprendre. Ce que nous avons découvert ici pourrait changer le monde. Les connaissances que je porte maintenant, elles pourraient résoudre des énigmes qui ont hanté l'humanité depuis des millénaires. Léa sentit son cœur se serrer. Elle pouvait voir la lutte dans les yeux de Thomas, l'homme qu'elle connaissait luttant contre la présence ancienne qui l'habitait désormais. Mais à quel prix, demanda-t-elle doucement. Thomas, regarde ce que ça t'a fait. Regarde ce que ça a fait à Sophie. À la mention de son nom, la créature qui avait pris l'apparence de leur ami émit un grognement sourd. Ses traits semblaient fluctuer, passant du visage familier de Sophie à quelque chose de plus ancien, de plus terrible. Thomas ferma les yeux, comme submergé par un conflit intérieur. Quand il les rouvrit, il brillait de larmes contenues. Je ne sais plus, Léa. Je sens ce pouvoir en moi, cette connaissance. C'est enivrant, terrifiant. Une partie de moi veut l'embrasser pleinement, laisser Abraxa prendre le contrôle. Mais une autre partie. Il laissa sa phrase en suspens, son regard se perdant dans le vide. Léa fit un pas en avant, tendant une main hésitante vers lui. On peut t'aider, Thomas. On peut trouver un moyen de... Ces mots furent interrompus par un grondement sourd qui semblait venir des profondeurs même de la terre. Le sol commença à trembler sous leurs pieds, des fissures apparaissant dans la roche. Il arrive, murmura la chose qui n'était pas Sophie, sa voix mêlant terreur et exaltation. Thomas se redressa soudainement, son corps irradiant une aura de puissance. Non, dit-il, sa voix résonnant d'une autorité surnaturelle. Pas maintenant. Pas comme ça. Il leva les mains, et une lumière aveuglante envahit la caverne. Léa sentit une force invisible la soulever, la projetant en arrière. Elle eut juste le temps d'apercevoir Marc subir le même sort avant que l'obscurité ne l'engloutisse. Le chapitre se termine sur cette scène chaotique, laissant le lecteur suspendu au bord du précipice. Que va-t-il arriver à nos héros? Qui ou quoi est sur le point d'arriver? Et Thomas pourra-t-il résister à l'influence grandissante d'Abraxa? Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, et il devient clair que les révélations à venir vont ébranler non seulement la vie de nos personnages, mais potentiellement le monde entier. Le voile entre les réalités se déchire, et ce qui se cache derrière promet d'être à la fois fascinant et terrifiant. La conscience de Léa revint par vagues, accompagnée d'une douleur lancinante qui semblait irradier de chaque fibre de son corps. Elle cligna des yeux, luttant pour faire le point dans l'obscurité qui l'entourait. L'air était lourd, chargé de poussière et d'une odeur âcre qui lui picotait les narines. Marc, aplatit-elle faiblement, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. Thomas? Un gémissement proche lui répondit, suivi du bruit de gravats qu'on déplace. Léa? Tu es là? La voix de Marc, bien que teintée de douleur, fut comme un baume pour Léa. Elle n'était pas seule dans ce cauchemar souterrain.
Je suis là, répondit-elle, tâtonnant dans l'obscurité pour trouver son ami. Ses doigts rencontrèrent finalement une main, qu'elle serra avec force. Tu vas bien? Définir bien, grommela Marc, mais elle pouvait entendre le soulagement dans sa voix. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Léa ne puisse répondre, un grondement sourd fit trembler le sol sous leurs pieds. Des morceaux de roche se détachèrent du plafond, s'écrasant autour d'eux dans un fracas assourdissant. Il faut sortir d'ici, dit Léa, la panique montant dans sa voix. Tout va s'effondrer. Ils se relevèrent tant bien que mal, s'appuyant l'un sur l'autre dans l'obscurité. La lampe frontale de Marc, miraculeusement intacte, projetait un faible halo autour d'eux, révélant un paysage de destruction. La caverne où ils se trouvaient semblait sur le point de s'effondrer, des fissures s'élargissant à vue d'œil dans les murs et le plafond. Par là, indiqua Marc, pointant vers ce qui semblait être un tunnel ascendant. Ça pourrait nous ramener à la surface. Ils s'engagèrent dans le passage étroit, glissant sur les débris et trébuchant dans la semi-obscurité. Le grondement s'intensifiait derrière eux, comme si quelque chose d'immense et d'ancien s'éveillait dans les profondeurs. Thomas halta Léa alors qu'ils escaladaient un éboulis particulièrement instable. On ne peut pas le laisser. Marc s'arrêta brièvement, se tournant vers elle. Dans la faible lumière, elle put voir la lutte qui se jouait sur son visage. Léa, ce n'est plus Thomas. Tu as vu ce qu'il est devenu. Un autre tremblement, plus viol que les précédents, les fit chanceler. Des cris lointains résonnèrent dans les tunnels, un mélange de voix humaines et de quelque chose de plus. On n'a pas le choix, dit Marc, sa voix empreinte d'une détermination désespérée. Il faut continuer. Ils reprirent leur ascension frénétique, le souffle court et les muscles brûlants. Les tunnels semblaient se déformer autour d'eux, s'élargissant et se rétrécissant de manière impossible. Des ombres dansaient à la périphérie de leur vision, prenant des formes cauchemardesques avant de disparaître. Soudain, un cri déchirant résonna derrière eux. Un cri qu'ils reconnurent immédiatement. « Sophie !» s'exclama Léa, s'arrêtant net. Marc la tira en avant. « On ne peut pas retourner en arrière. C'est trop dangereux. » Mais Léa résista, ses yeux fixés sur l'obscurité derrière eux. « On ne peut pas l'abandonner. Pas après tout ça. » Un conflit intérieur se jouait clairement sur le visage de Marc. Finalement, il acquiesça à contre-séure. « D'accord. Mais on fait vite. » Ils rebroussèrent chemin, guidés par les cris de Sophie qui se faisaient de plus en plus désespérés. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'une énergie statique qui faisait se dresser les cheveux sur leur nuque. Ils débouchèrent dans une autre caverne, plus petite que la précédente. Au centre, Sophie était recroquevillée, son corps secoué de sanglots. Autour d'elle, des formes sombres dansaient, des créatures aux yeux luisants qui semblaient à la fois solides et immatérielles. « Sophie !» cria Léa, s'élançant vers son amie. Les créatures se tournèrent vers eux, leurs yeux brillant d'une lueur malveillante. Mais avant qu'elles ne puissent attaquer, une voix puissante résonna dans la caverne. « Assez !» Thomas apparut, son corps irradiant une lumière aveuglante. Les créatures reculèrent, sifflant de douleur et de rage. « Partez !» ordonna Thomas, sa voix chargée d'une autorité surnaturelle. « Votre temps ici est révolu. » Les ombres semblèrent hésiter un instant, puis se dissipèrent comme de la fumée dans le vent. Sophie leva les yeux, son visage strié de larmes et de poussière. « Thomas !» murmura-t-elle, incrédule. Il s'approcha d'elle, tendant une main pour l'aider à se relever. Mais alors qu'il la touchait, un éclair d'énergie passa entre eux. Sophie eut un sursaut, ses yeux s'écarquillant sous le choc. « Je suis désolé, dit Thomas, sa voix redevenant momentanément celle de leur ami. C'était le seul moyen de te libérer. » Léa et Marc regardaient la scène, partagés entre soulagement et appréhension. Thomas se tourna vers eux, son visage affichant une expression de détermination mêlée de tristesse. « Vous devez partir, dit-il. Maintenant. Les barrières entre les mondes s'effondrent. Si vous restez, vous serez piégés ici pour toujours. »« Et toi ?» demanda Léa, sa voix tremblante. Thomas eut un sourire triste. « Je dois rester. Quelqu'un doit contenir ce qui a été libéré. C'est mon rôle maintenant. » Un nouveau tremblement, plus viol que tous les précédents, secoua la caverne. Des morceaux de plafond commencèrent à s'effondrer autour d'eux. « Allez-y !» cria Thomas, levant les mains. Une barrière d'énergie se forma, les protégeant des débris qui tombaient. Léa voulut protester, mais Marc la tira en arrière. «
On doit y aller, Léa. C'est notre seule chance. Avec un dernier regard déchirant vers Thomas, Léa acquiesça. Ils attrapèrent Sophie, qui semblait encore désorientée, et se précipitèrent vers le tunnel ascendant. Leur ascension devint une course effrénée contre la montre. Les tunnels s'effondraient derrière eux, l'obscurité les poursuivant comme une entité vivante. Leurs poumons brûlaient, leurs muscles hurlaient de douleur, mais ils continuaient, poussés par un instinct de survie primordial. Enfin, après ce qui sembla une éternité, ils aperçurent une lueur au-dessus d'eux. La sortie. La liberté. Avec un dernier effort surhumain, ils s'extirpèrent du tunnel, s'effondrant sur le sol d'une ruelle parisienne déserte. Derrière eux, l'entrée des catacombes s'effondra dans un grondement final, scellant à jamais le monde souterrain qu'ils venaient de quitter. Haletants, couverts de poussière et de blessures, ils restèrent allongés sur le sol, incapables de bouger ou de parler. Le ciel étoilé au-dessus d'eux semblait irréel après les heures passées dans l'obscurité absolue. Sophie, tremblante et désorientée, serra faiblement la main de Léa. « C'est fini ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Léa, épuisée mais soulagée, hocha lentement la tête. « Oui, je crois que c'est fini. » Mais alors qu'ils commençaient à réaliser qu'ils avaient survécu, une nouvelle terreur s'installa dans leur cœur. Ils avaient peut-être échappé aux catacombes, mais à quel prix? Et comment pourraient-ils jamais reprendre une vie normale après ce qu'ils avaient vécu? Le cauchemar physique était peut-être terminé, mais Léa savait que les véritables épreuves ne faisaient que commencer. Les secrets qu'ils avaient découverts, les horreurs qu'ils avaient affrontées, le sacrifice de Thomas, tout cela les entrait pour le reste de leurs jours. Alors que l'aube pointait à l'horizon, baignant Paris d'une lumière nouvelle, Léa, Marc et Sophie restèrent enlacés, unis par une expérience qui avait à jamais changé leur perception du monde et d'eux-mêmes. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique dans les catacombes de Paris. Léa se tenait devant la fenêtre de son petit appartement, observant la pluie qui tombait doucement sur les toits de la ville. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme changée, les yeux cernés et le visage marqué par une expérience qui dépassait l'entendement. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Même après tout ce temps, le moindre bruit inattendu la ramenait instantanément dans les tunnels sombres et humides des catacombes. Elle se retourna lentement, la main tremblante sur la poignée. « Qui est-ce » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. « C'est nous, Léa. Sophie et Marc. » Elle ouvrit la porte, révélant ses 2 amis. Sophie, le bras toujours en écharpe, affichait un sourire fatigué. Ses yeux, autrefois pétillants de joie, portaient maintenant une ombre, un rappel constant de ce qu'elle avait vécu et perdu. Marc, quant à lui, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Ses traits étaient tirés, son regard hanté par des souvenirs qu'il ne pouvait partager avec personne d'autre qu'eux. « Entrez, » dit Léa, s'écartant pour les laisser passer. Ils s'installèrent dans le petit salon, un silence pesant s'installant entre eux. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient tous les 3 depuis leur évasion des catacombes. L'air semblait chargé de non-dits, de questions sans réponse et de peurs inavouées. « Comment allez-vous » demanda finalement Léa, brisant le silence qui menaçait de les étouffer. Sophie haussa les épaules, un geste qui semblait lui coûter. « Les médecins disent que mon bras guérira complètement. Physiquement, du moins. » Elle laissa échapper un rire amer. « Mais comment expliquer les cauchemars? Les moments où je ne sais plus si je suis moi-même ou cette chose. » Marc posa une main réconfortante sur son épaule, mais son propre regard était perdu dans le vide. « Je comprends, » murmura-t-il. « Parfois, je me réveille en hurlant, convaincu d'être de retour dans cette caverne, entouré par ces créatures. » Léa sentit son cœur se serrer. Elle connaissait trop bien ses sensations. Combien de nuits avait-elle passé, terrorisée à l'idée de fermer les yeux, de peur de revoir le visage transformé de Thomas, d'entendre à nouveau la voix d'Abraxa résonner dans son esprit. « J'ai fait des recherches, » dit-elle doucement, attirant l'attention de ses amis. « Sur Abraxa, sur les cultes anciens. Je pense que ce que nous avons vécu là-bas, ce n'était que la surface de quelque chose de bien plus grand et plus ancien. » Sophie secoua la tête, une lueur de panique dans les yeux. « Léa, on ne peut pas continuer à creuser. Regarde ce qui est arrivé à Thomas. » À la mention de leur ami disparu, un silence lourd s'abattit sur la pièce. L'absence de Thomas était comme une plaie béante, un rappel constant du prix qu'ils avaient payé pour leur curiosité. Justement, dit doucement Léa, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. On lui doit la vérité. On doit comprendre pourquoi il s'est sacrifié. Marc leva enfin les yeux,
une lueur de compréhension traversant son regard hanté. Elle a raison, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je sens encore des choses. Des rêves étranges, des connaissances qui ne sont pas les miennes. Si on arrive à démêler tout ça, peut-être qu'on pourra empêcher que ça ne se reproduise. Sophie les regarda tour à tour, incrédule. Vous êtes sérieux? Vous voulez retourner là-dedans? Sa voix tremblait, mêlant peur et une pointe de curiosité qu'elle ne pouvait totalement réprimer. Léa posa une main réconfortante sur l'épaule de son amie. Pas physiquement, la rassura-t-elle. Mais on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. Le monde doit savoir. Pas tout, bien sûr, mais assez pour se protéger. Un autre silence s'installa, chacun perdu dans ses pensées. Les souvenirs des catacombes dansaient dans leurs esprits, l'obscurité étouffante, les créatures aux yeux luisants, la voix ancienne et terrible d'Abraxa. Mais aussi le courage dont ils avaient fait preuve, le lien indéfectible qui s'était forgé entre eux face à l'adversité. Finalement, Sophie soupira, un son qui semblait venir du plus profond de son âme. D'accord, dit-elle, sa voix mêlant résignation et détermination. Mais on fait ça ensemble. Plus de secrets, plus de solo. On est une équipe. Léa et Marc acquiescèrent solennellement. Ce pacte silencieux scellait leur destin, les liant dans une quête de vérité qui promettait d'être aussi dangereuse que révélatrice. Par où commençons-nous? Demanda Marc, son regard s'animant d'une lueur qu'il n'avait pas eue depuis des mois. Léa se leva, se dirigeant vers une grande table couverte de livres, de cartes et de notes. J'ai commencé à rassembler tout ce que j'ai pu trouver sur Abraxa et les cultes anciens, expliqua-t-elle. Il y a des mentions d'entités similaires dans diverses mythologies à travers le monde. Ce n'est pas limité à Paris ou même à la France. Sophie s'approcha, examinant les documents étalés. Ses yeux s'arrêtèrent sur une carte parsemée de points rouges. Qu'est-ce que c'est? Des lieux où des phénomènes similaires à ceux que nous avons vécus ont été rapportés, répondit Léa. Des disparitions inexpliquées, des témoignages de créatures étranges, des rituels anciens redécouverts. Marc fronça les sourcils, pointant un endroit sur la carte. Ça, c'est près de chez moi. Il y a eu une série de disparitions il y a quelques années. On n'a jamais retrouvé les corps. Un frisson parcourut le groupe. L'idée que ce qu'ils avaient vécu puisse se reproduire ailleurs était terrifiante. Et ça, dit Léa, sortant un vieux livre de sous une pile de documents, c'est un journal que j'ai trouvé dans les archives de la Bibliothèque nationale. Il date du XVIIIe siècle et mentionne un culte secret opérant dans les catacombes. Les descriptions correspondent à ce que nous avons vu. Sophie prit délicatement le livre, ses doigts tremblant légèrement au contact du cuir usé. Comment est-ce possible? Comment tout cela a-t-il pu rester secret pendant si longtemps? Je pense que ça ne l'est pas resté, répondit Léa, sa voix basse et intense. Je crois que certaines personnes, certaines organisations, sont au courant. Mais ils gardent le secret, soit par peur, soit pour d'autres raisons. Un silence pesant s'installa à nouveau, chacun réalisant l'ampleur de ce dans quoi il s'engageait. Ce n'était plus seulement une quête personnelle pour comprendre ce qui leur était arrivé. C'était potentiellement le début d'une révélation qui pourrait changer le monde tel qu'ils le connaissaient. Et Thomas, demanda doucement Marc, exprimant la question qui hantait leurs esprits depuis des mois. Pensez-vous qu'il est toujours, là-bas? Léa ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de la submerger. Je ne sais pas, admit-elle. Mais je refuse de croire qu'il est parti pour toujours. Peut-être qu'en comprenant mieux ce qu'est Abraxa, ce que sont ces entités, on pourra trouver un moyen de l'aider. Sophie posa une main sur l'épaule de Léa, offrant un soutien silencieux. Par où commençons-nous? Léa prit une profonde inspiration, se redressant. On commence par recouper toutes les informations que nous avons. On établit une chronologie, on cherche des motifs. Et surtout, on reste vigilant. Si ce que nous avons vécu peut se reproduire, d'autres personnes pourraient être en danger. Marc acquiesça, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. Je peux utiliser mes contacts dans le milieu du journalisme pour faire des recherches discrètes. Il y a peut-être d'autres témoins, d'autres survivants comme nous. Et moi, ajouta Sophie, je peux interroger certains de mes patients à l'hôpital. Beaucoup de gens se confient à leur infirmière, parfois à propos d'expériences étranges qu'ils n'oseraient pas partager ailleurs. Léa sentit une vague de gratitude et d'affection envers ses amis. Malgré la terreur qu'ils avaient vécue, malgré les cicatrices visibles et invisibles qu'ils portaient, ils étaient prêts à plonger à nouveau dans l'inconnu, guidés par leur soif de vérité et leur loyauté envers Thomas.
Alors que la nuit tombait sur Paris, les trois amis commencèrent à rassembler leurs souvenirs, leurs notes et les bribes de connaissances laissées par leur expérience dans les catacombes. Ils savaient que leur quête de vérité serait longue et dangereuse, mais ils étaient déterminés à honorer la mémoire de Thomas et à protéger le monde des horreurs qu'ils avaient découvertes. Dans les profondeurs de la ville, loin sous leurs pieds, quelque chose d'ancien et de patient attendait. Le combat n'était peut-être pas terminé, mais cette fois, ils étaient préparés. Ensemble, ils affronteraient les échos du souterrain, déterminés à ne plus jamais se laisser submerger par les ténèbres. Léa se leva pour fermer les rideaux, jetant un dernier regard sur la ville endormie. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir. Quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, plus forts de leurs épreuves et unis par un lien que même les forces les plus sombres ne pourraient briser. À la mémoire de Thomas, dit-elle doucement, levant une tasse de café. À la mémoire de Thomas, répétèrent Sophie et Marc en chœur. Et ainsi, dans la quiétude de cette nuit parisienne, trois survivants des catacombes oubliées commencèrent à tisser les fils d'une nouvelle histoire, une histoire de rédemption, de vérité et d'espoir. Car ils savaient désormais que les véritables monstres n'étaient pas ceux qui se cachaient dans l'obscurité, mais ceux qui résidaient dans les recoins sombres de l'âme humaine. Et c'était un combat qu'ils étaient désormais prêts à mener. Fin.